Nous sommes le samedi 19 août. Bonjour et bienvenue. Voici les titres de ce journal. Le vice-président de la République est rentré hier nuit de Kigali au Rwanda. Il y était pour représenter le président Alassane Ouattara à la cérémonie d'investiture du président rwandais Paul Kagame. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. Les cas de viol sur mineurs enregistrés en Côte d'Ivoire sont de plus en plus nombreux. Une situation préoccupante pour la Commission nationale des droits de l'homme qui a décidé d'attirer l'attention de l'opinion sur le phénomène. Plus question jusqu'à nouvel ordre d'organiser un référendum sur le projet de nouvelle constitution. Le président malien Ibeka, s'adressant aux Maliens très tard dans la nuit de vendredi à samedi à la télévision nationale, a décidé d'y surseoir. Ibeka évoque les tensions perceptibles sur le terrain ces derniers temps au sujet du référendum. Daniel Kablan-Duncan est rentré hier nuit de Kigali, la capitale rwandaise. Le vice-président y était pour représenter le président Alassane Ouattara à la cérémonie d'investiture du président rwandais Paul Kagame. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre de l'Intérieur Sidiki Diakité et plusieurs autres membres du gouvernement. Le vice-président a tout de suite fait le point de sa mission au Rwanda. Ses propos sont recueillis par Mahama Traoré. On l'écoute. Il va y avoir un renforcement important de la coopération entre les deux pays. Vous savez d'ailleurs que le vol rwandais fait déjà la navette entre Kigali et Abidjan. Et il y a beaucoup de domaines de coopération sur lesquels la grande commission mixte pourra donc travailler, notamment dans le domaine agricole, le domaine de la salubrité, le domaine des TIC, etc. Ces questions vont permettre donc de renforcer la coopération entre ces deux pays, qui sont des pays phares actuellement au niveau donc de l'Afrique. Et je crois que cette coopération va profiter donc aux deux pays, aux deux peuples. Donc ça a été une mission qui a été très importante et nous avons été très très bien accueillis et nous retenons d'excellentes leçons pour aider le président Ouattara dans la tâche importante qu'il vient pour la Côte d'Ivoire, puisque ces deux pays ont la même ambition d'aller à l'émergence rapidement. Et je pense que cette coopération va permettre aux uns et aux autres de tirer profit des forces de chacun donc des deux pays. Daniel Kablan-Duncan est donc rentré hier soir de Kigali où il a pris part hier vendredi à la cérémonie d'investiture du président rwandais. Paul Kagame a prêté serment en présence d'une douzaine de chefs d'État africains. Il a été réélu, je le rappelle, le 4 août dernier à plus de 98% des suffrages. Retour sur cette cérémonie d'investiture avec Awa Touré, notre envoyé spécial sur place. Le stade Amahoro de Kigali, théâtre ce vendredi 18 août d'une cérémonie riche en couleurs et très rythmée pour le président rwandais Paul Kagame qui inaugure ainsi son troisième mandat. Réélu le 4 août avec près de 98% des suffrages exprimés, le président Kagame a prêté serment en présence d'une douzaine de chefs d'État africains. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a représenté le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, à cette cérémonie d'investiture. Dans son mot de bienvenue aux délégations présentes à Kigali, la ministre des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, a indiqué que le Rwanda est un pays qui vient de loin, un pays qui s'est donné les moyens d'aller plus loin avec le président Paul Kagame. Le président Kagame qui a pour sa part salué la présence de ses frères et sœurs africains. Pour lui, l'Afrique a été aux côtés du Rwanda quand il en avait besoin et c'est avec fierté que le peuple rwandais va contribuer à la grandeur du continent. Au terme de cette cérémonie d'investiture, le vice-président Daniel Kablan-Duncan s'est dit honoré d'avoir représenté le chef de l'État à Kigali. Nous avons transmis au président Paul Kagame les salutations et les félicitations donc, du président de la République. Et disons que nous avons échangé avec lui dans le sens de la prochaine réunion qui doit se tenir à Abidjan concernant le sommet Union européenne, Union africaine. Le président
Paul Kagame a bien voulu nous confirmer sa présence effective lors donc de ce sommet et nous a indiqué tout le bien aussi qu'il pensait de la Côte d'Ivoire. Il faut dire que nous avons été très ravis d'être ici. Le Rwanda a changé totalement. C'est un pays qui est en pleine croissance économique, qui est en plein changement. Et sous l'égide du président Paul Kagame, c'est un pays donc, qui donne beaucoup d'espoir au niveau de l'Afrique parce que non seulement la croissance est forte, mais la modernisation se fait de manière rapide. Avec, comme vous avez pu voir, donc des rues qui sont très propres. Vous avez pu voir, disons que des TIC qui se développent fortement, l'agriculture, etc. Donc on a des champs de coopération qui vont donc se mettre en place. Et je pense qu'on va mettre en place la commission mixte, la grande commission mixte, et tous ces secteurs-là doivent faire l'objet d'un développement. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, qui avait pour accompagnatrice tout au long de son séjour la ministre de l'Agriculture, Géraldine Mukeshimana, a réitéré ses remerciements aux autorités rwandaises pour leur sollicitude. Le vice-président a quitté Kigali ce vendredi 18 août aux environs de 18h30 heure locale pour Abidjan. Ici en Côte d'Ivoire, Grand Bassam abrite depuis ce jeudi la 7e université des ressources humaines. Ces assises sont organisées par l'Association des professionnels des ressources humaines de Côte d'Ivoire. Elles planchent sur les enjeux de la gestion des compétences pour les entreprises. Les détails avec Mahama Traoré et Herman Guivet. Concurrence, survie, leadership, autant de défis qui font de la gestion des compétences une question capitale pour toute entreprise. Capitale pour les entreprises, mais surtout délicate pour les premiers responsables concernés, que sont les gestionnaires des ressources humaines. Les compétences sont rares et quand on les a, il faut les maintenir, il faut les fidéliser, il faut les développer, il faut les récompenser. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde de compétition. C'est un monde où les enjeux économiques sont très importants. Il faut nécessairement que nous ayons des ressources humaines de qualité, que nous ayons un capital humain compétent, productif et surtout mobilisé. Le défi de la gestion des compétences est au cœur de la 7e université des ressources humaines, parrain de ces assises organisées par l'Association des professionnels des ressources humaines de Côte d'Ivoire. Le ministre Jean-Claude Kouassi préconise plus d'investissement dans le capital humain. Loin d'être un coût qu'il faut minimiser, l'homme devient de plus en plus, et le deviendra encore plus, une ressource, un capital qu'il faut développer afin d'en tirer le meilleur parti, que ce soit pour l'entreprise ou pour l'État employeur. Et le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale d'inviter les responsables de personnel à rompre avec l'idée selon laquelle le secteur privé, seul, regorge de compétences. Selon lui, le service public est également assuré par un personnel de qualité. 12 jeunes candidats à la création d'entreprises ont reçu leur parchemin mercredi dernier. C'était au terme d'une formation de 6 semaines à eux donnée par un accélérateur de start-up. Ces 12 jeunes entrepreneurs ont donc reçu leur diplôme après avoir présenté leur projet. C'était lors d'une cérémonie organisée dans la commune du Plateau par la coordination des maires d'Abidjan, elle-même initiatrice du programme de formation. Le reportage de Jean-Louis Gbangbo. Ils étaient 64 jeunes au départ à aspirer au statut d'entrepreneur. 12 parmi eux ont été finalement retenus pour participer au projet d'accélérateur de start-up initié par la coordination des maires d'Abidjan. Tous les maires se sont associés à ce projet dans le souci d'apporter des solutions aux problèmes criards de l'emploi des jeunes. Au-delà de cette initiative particulière, les projets innovants et riches ont valeur d'exemplarité. Ils illustrent très concrètement qu'il est possible d'obtenir d'excellents résultats en matière d'insertion des jeunes. Devant un parterre de personnalités constitué d'élus et de chefs d'entreprise, les 12 jeunes ont présenté leur projet avec les innovations qu'ils pourraient introduire sur le marché. À ce jeu, c'est le projet de Daniel Denji proposant une application mobile permettant d'avoir la liste des pharmacies de garde ainsi que les prix des médicaments qui a remporté le premier prix.
Aujourd'hui, l'application cumule plus de 90 000 téléchargements. Depuis 2015, elle est sur le marché. Ça fait 2 ans maintenant qu'elle est là. Ce qu'on aimerait, c'est avoir des soutiens pour nous permettre de faire la promotion. Jusque-là, les porteurs de projets se rendaient directement dans les mairies avec les idées de projet et récupéraient de l'argent pour certains. Et après, c'était un peu compliqué pour savoir ce qu'ils en faisaient. Mais grâce à cet accélérateur que nous avons mis en place, on passe d'abord dans une première étape de reformulation du projet avant de passer à un accompagnement. Pour aider cette graine d'entrepreneurs à prospérer, la coordination des maires d'Abidjan a signé une convention avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Les jeunes porteurs de projets bénéficieront durant leur parcours de l'encadrement des chefs d'entreprise aguerris. La date limite de dépôt des candidatures pour l'élection des délégués de la MUJFC était précédemment fixée au 18 août dernier. Elle a été reportée au vendredi prochain, 25 août. Et d'autres dispositions visant à faciliter le processus ont également été arrêtées. Je vous propose d'écouter Zinda Savadogo. Il est le président du comité électoral. Après analyse des difficultés qui ont été rencontrées sur le terrain, les retards qui ont été pris au début de la période de dépôt des listes de candidatures, les difficultés pour certaines listes de candidats de déposer leur acte de candidature auprès des comités locaux et également certaines difficultés rencontrées pour l'établissement de diverses pièces administratives. Le comité national électoral s'est réuni hier et a pris un certain nombre de décisions qui ont été publiées sur le site de la MUJFC. Pour l'essentiel, ce qu'il faut en retenir, c'est que la durée de validité des attestations de présence ainsi que des casiers judiciaires recevables dans les actes de dépôt de candidature a été portée de 3 à 6 mois. Donc, la date limite de dépôt des candidatures qui était initialement fixé à ce vendredi 18 août, a donc été reporté à vendredi prochain, 25 août 2017. Mais ce décalage de la date de limite de dépôt des candidatures n'aura aucun effet, notamment sur la date de publication de la liste électorale et surtout sur la date du scrutin national qui reste et demeure fixée au 24 septembre 2017. Rendons-nous à présent dans le Tonkouy pour parler santé. Dans cette région de l'ouest de la Côte d'Ivoire, elles sont nombreuses, ces personnes souffrant de hernie et de cataracte. Grâce à une mission de santé française, plusieurs de ces malades viennent de subir des interventions chirurgicales. Chantal Akandan revient du Tonkouy, son reportage. Dans plusieurs villages de l'ouest de la Côte d'Ivoire, des cas de maladies ont été recensés, notamment les fistules, la hernie et la cataracte. C'est donc pour soulager ces personnes malades que la mission de santé française a visité plusieurs villages du Tonkouy, comme ici à Gouékangouiné, situé dans la sous-préfecture de Bogouiné. Pour permettre à certains patients d'être opérés, donc on a choisi des hernies et on commence aussi la cataracte. On a essayé de prioriser cette année les enfants qui souffrent du coup, parce que ici c'est un handicap, ça les empêche aussi d'aller à l'école. Donc on a essayé cette année de faire 5 enfants et 5 adultes, et plus une personne pour la cataracte. L'équipe française, avec l'appui de la diaspora du Tonkouy, est donc venue soulager ces personnes. Tous les malades ont été pris en charge gratuitement à travers une intervention chirurgicale au CHR de Mans, avec la collaboration des médecins de l'hôpital. La hernie, c'est un peu partout en Côte d'Ivoire. Bon, si on prend le cas spécifique des enfants, la plupart du temps, c'est à la naissance. C'est un défaut de fermeture de la paroi. Maintenant, pour les grandes personnes, la plupart du temps, c'est lié aux travaux. Et le nombre de patients va en augmentant de 2, 4, aujourd'hui on est à 10. C'est une bonne initiative que l'entreprise, puisque ça s'étend à d'autres domaines au niveau de la santé. Cette mission de santé française n'est pas à sa première opération dans la région du Tonkouy. De premières missions ont déjà permis de soulager plusieurs malades. Cette opération est à l'initiative de l'ONG Logoualé Demain, conduite par sa présidente Marceline Bonsoeur. Elle entend répéter cette action l'année prochaine.
Des chiffres à présent 109 en 2016 et 60 déjà en 2017 alors que l'année court toujours. C'est le triste tableau des cas de viol sur mineurs enregistrés ici en Côte d'Ivoire. Une situation de plus en plus préoccupante depuis la décennie 2000-2010. La Commission nationale des droits de l'homme entend faire baisser la courbe. Elle attire l'attention de l'opinion sur cette situation qui touche plusieurs régions du pays. C'est un dossier, il est signé Delphine Bla. Des pas d'une mère pour dénoncer au bureau des femmes juristes au plateau le viol subi par sa fille. Il y a 3 de nos enfants qui ont été violés dans un établissement primaire. Ma fille était parmi ces 3 filles. Vous connaissez l'auteur du viol? C'est un vieillard de 65 ans. Pour plus de preuves, Dame Mama nous invite chez elle. C'est dans un établissement à Adjamé. La victime, sa grande fille est absente. Sa petite sœur, main entre les jambes, est encore traumatisée. Le viol, c'est le fait d'avoir des rapports sexuels non consentis avec une personne. La Commission nationale des droits de l'homme tire la sonnette d'alarme. Nous traitons en ce moment un père qui a abusé de sa fille. Et nous avons mené les actions. Le père a été arrêté, malheureusement, il est mort en prison. Et cette petite fille, nous sommes en train de faire mains et pieds pour qu'elle soit prise en charge par des structures adéquates. Le cas de la jeune fille nous emmène à Daoukro. Le témoignage est touchant. La femme de mon papa est en voyage. Donc ce jour-là, mon papa m'a demandé comment je sors là. Il veut chercher quoi dehors. C'est non, quand je suis chez mes camarades. Donc il m'a dit c'est faux que comme je suis chez les garçons. Que ces garçons-là, lui-même les garçons, qu'est-ce qu'il va chercher dehors là? Lui va me donner. Et puis c'est couché sur moi. Renié par la famille pour avoir dénoncé son père, mort en prison, Guylaine, nom d'emprunt, veut quitter Daoukro pour fuir les regards. Mais où aller? Pas de réponse. C'est notre fait. Cette autre jeune fille, violée par 3 personnes, tente dans la douleur de s'expliquer. Il y a trop mal. Un jour, j'avais une inauguration de maquis ici. Il a vu un jeune, il m'a demandé, il t'a vu à longtemps. Donc il dit d'aller l'accompagner au peu, de aller prendre quelque chose. Et puis il va venir m'accompagner. Et ça, on est parti. On est arrivé là-bas. Il y avait deux jeunes là-bas. Ça, ils m'ont attrapé pour aller me mettre dans leur maison. Son mari est toujours sous le choc. Il condamne. Ça m'a vraiment choqué. Ça m'a beaucoup marqué jusqu'à présent. Ça continue de me marquer. J'ai pris la vie du bon côté. J'ai accepté de reprendre elle, de continuer avec elle. Et on est ensemble jusqu'à présent. Karine est en classe de 5e. Elle raconte son cauchemar. Je suis partie au marché. Je suis déposé manioc là à la maison. Là. En venant à la maison, le jeune m'a tapé. Il m'a fait du mal. C'était en pleine journée, il m'avait 11 à 14 heures. Sa famille, son seul soutien. Quand on allait voir le gynécologue, effectivement, il a été violé. On a fait son test au VIH-Sida, et à moi, ils ont donné le résultat. Tout le temps, elle m'appelle, dit papa. Elle a dit quand le professeur s'approche de moi, vraiment, j'ai peur. Recrudescence des cas de viol, les régions les plus touchées en Côte d'Ivoire sont les régions de Lifou, de la Bagoué et la ville de Béouin. La Commission nationale des droits de l'homme fait le point de la situation en Côte d'Ivoire. En 2016, nous avons documenté 109 cas. Ces cas ont été traités par les commissaires et ces personnes, les violeurs ont été tous identifiés et la plupart croupissent en prison. Pour l'année 2017, nous sommes à une 60aine de cas qui s'est présenté à la commission que nous sommes en train de traiter également. Un tableau sombre, l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire joue un rôle dans la prise en charge des cas. Les principes sur lesquels nous nous fondons, il y a la confidentialité. Nous, on reçoit tout le monde sans discrimination. Nous avons dans toutes les cliniques 498 cas qu'on a reçus. Les cas qui ont été reçus, il y a 135 cas qui sont abandonnés. Quand on dit abandonnés, les gens ne reviennent plus. Et il y a au moins 437 qui ont été devant les tribunaux
Et puis il y a 175 qui sont suivis par l'association. C'est-à-dire nous-mêmes, nous accompagnons les personnes. À Tekoubé se trouve le centre Pavios, centre de prévention et d'assistance aux victimes de violences sexuelles. Un centre spécialisé dans les cas de viol. Ici, le circuit de la prise en charge est connu. Ce circuit qu'on appelle circuit centre Pavios, où intervient le centre social, la police, les PMI. La finalité, c'est la justice pour que la suivante obtienne réparation. La prise en charge est totalement gratuite. Pour gérer les cas de viol, 9 commissariats ont été formés en Côte d'Ivoire. Parmi eux, le 17e arrondissement de Yopougon, Niagon. Nous avons deux registres, un registre VBG et un registre enfant. Nous priorisons l'état de santé de la victime d'abord. Et donc après enregistrement, nous les référons à la structure sanitaire adéquate ou bien l'ONG qui fait les constatations et ces victimes-là nous reviennent pour le suivi sur le terrain si ils ont des préoccupations et autres. Des cas de viol sur mineurs donnent le vertige. C'est des fillettes qui ont été conduites par un jeune homme dans la forêt de Banco. Elles ont été violées 4 ans et 5 ans. Et à l'issue de ça, il a été surpris. Il avait même l'intention de commettre d'autres actes plus atroces, une boîte d'allumets, une paire de ciseaux. C'est une situation qui interpelle. Le viol est puni par l'article 354 du Code pénal ivoirien. Souvent, dans l'immense majorité des cas, les femmes violées ne portent pas plainte. Conséquence, nombre de violeurs sont donc toujours dans la nature. La Commission des droits de l'homme souhaite. Nous souhaitons qu'une réponse soit apportée lors de la révision du Code de procédure pénale. Le viol est considéré comme un crime dans le Code pénal, l'article 254. Le juge est obligé de requalifier. Souvent cela pas juste par rapport à la victime. Tantôt, le viol est requalifié d'attentat à la pudeur. Et le viol est un crime, or l'attentat à la pudeur est un délit. Ce qui fait qu'en requalifiant le viol d'attentat à la pudeur, on diminue ou on enlève une sévérité dans les peines. Le viol, il est passible de peines qui peuvent aller jusqu'à 20 ans d'emprisonnement ferme, et donc c'est des infractions suffisamment graves. Or, l'attentat à la pudeur, il est moins sanctionné. Cependant, il faut indiquer que c'est parce qu'à un moment donné aussi, la cour d'assises qui connaît des crimes ne se tenant pas, les juges avaient estimé qu'il fallait juger plus vite les infracteurs et requalifier d'attentat à la pudeur. Il faut revenir à la sévérité. Mais en attendant, le viol reste une pilule difficile à avaler. Reportage signé Delphine Bla. Outre les violeurs, notre société est aussi pleine de faussaires. Eux, ce sont donc des faussaires, ils sont au nombre de 16. Leur spécialité, la fabrication de faux documents administratifs. Ils ont été interpellés récemment par l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée. Ils seront traduits devant la justice pour répondre de leurs actes. On en sait plus avec Abou Sanogo. Les fins limiers de l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée les présentent comme de véritables artistes. Ces 16 individus seraient spécialisés dans l'émission de faux documents administratifs. Ils ont été interpellés dans la commune du Plateau avec en leur possession de faux documents administratifs, des faux cachets de magistrats, de commissaires de police, de maires, de préfets et de ministres. Et ils savent également imiter les signatures d'autres autorités de la place. D'après les enquêteurs, les faux documents qu'ils réalisent sont d'une qualité déconcertante. Des sésames falsifiés qui permettent de déjouer la plupart des contrôles. Ce sont des vrais imprimés qu'ils utilisent, mais les cachets nominatifs, les signatures et les cachets de ces services sont faux. Ils ont des cachets nominatifs qui portent le nom des autorités judiciaires, des autorités administratives et des autorités militaires. Que faire pour obtenir de vrais papiers administratifs? À cette question, le commissaire divisionnaire Bonaventure Adoumou indique la voie à suivre. Une tendance effectivement qui ne sait pas que ces personnes s'adonnent à la fabrication de faux documents. Cette tendance est de bonne foi.
les administrations judiciaires, civiles et autres, dans lesquelles on peut faire établir ces documents, qu'elles aillent là-bas dorénavant, au risque de se faire complices de ces faussaires-là. Ces présumés faussaires seront traduits devant les autorités judiciaires, où ils devront répondre de leurs actes. Un mot d'environnement. Dans le cadre d'une bonne gestion du parc national de la Comoé, un plan d'opération sur la période 2017-2020 de protection de cette biodiversité est élaboré et validé par l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves, et ses partenaires. Un plan qui permettra de conserver ce parc classé patrimoine mondial et réserve de biodiversité. C'est un reportage de Godefroy Okambawa commenté par Chantal Akandan. Situé au nord-est de la Côte d'Ivoire, le parc national de la Comoé est un site classé patrimoine mondial et réserve de biosphère. Il constitue la 3e aire protégée de l'Afrique de l'Ouest avec une superficie de plus d'1 million d'hectares. Depuis 2003, ce parc a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial en péril. Mais grâce aux efforts consentis par la direction de la zone nord-est de l'Office ivoirien des parcs et réserves et ses partenaires, ce parc a été retiré de cette liste. Nous gérons l'espace parc national de la Comoé, mais il faut tenir compte des populations qui vivent à la périphérie. Donc c'est cet accès, ces fonctions que nous avons déployées sur les 4 prochaines années. Au vu de la planification qui est mise en place, nous pouvons atteindre nos objectifs. Et comme vous le savez déjà, le parc national de la Comoé, de par les actions que nous avons menées à travers notre direction de zone nord-est, ce parc qui est en péril est aujourd'hui un parc qui est viable. La KfW a décidé d'accompagner spécifiquement le parc national de la Comoé dans le cadre de ses activités de surveillance et de gestion du parc pour une meilleure conservation. Car pour la coopération allemande, la préservation de l'environnement est un domaine important de coopération dans le monde. Le plan d'opération 2017-2020 de la gestion durable de cette biodiversité prend en compte la surveillance, le suivi écologique et la réalisation d'infrastructures de base aux riverains. Il est financé à hauteur de plus de 10 milliards de francs CFA par la coopération financière allemande, KfW, et l'État de Côte d'Ivoire. L'institution, le médiateur de la République, se rapproche de plus en plus des populations. Après Odiéné, Séguéla et Daloa, c'est au tour du Bassa-Sandra d'accueillir un médiateur délégué. Désormais, les populations des régions de la Nawa, du Boclé et de San Pedro pourront se rendre sur place dans les locaux de la représentation pour le règlement des conflits et litiges. Sam Conan, notre correspondant à San Pedro, son reportage est commenté par Hervé Blé. Le grand médiateur. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est venu vraiment arranger quelque chose, quoi. Moi, c'est ce que je vois. Hein. C'est ce que je vois. C'est quelqu'un qui est venu arranger la ville. Voilà, c'est ce que moi je pense. Quand on dit les médias, c'est ceux qui sont un peu, qui partagent un peu les infos. Donc, je suppose que les grands médiateurs, c'est celui qui partage un peu les infos. Le médiateur de la République, comme s'il s'était rendu compte de la méconnaissance de l'institution, a décidé de la rapprocher davantage des populations en décentralisant ses services. Les régions de la Nawa, du Boclé et de San Pedro, qui composent le Bassa-Sandra, portent désormais assises les régions qui bénéficient d'un médiateur délégué. Il a pour mission essentielle de régler par le dialogue et à l'amiable les différents conflits qui peuvent se poser entre les populations et l'administration publique. En tout cas, que ce soit des problèmes terriens, des problèmes de forêt, des problèmes économiques, en tout cas tout problème qui peut constituer un sujet de discorde entre des groupes de personnes. Les locaux du médiateur délégué de la République dans le Bassa-Sandra sont situés à San Pedro. Ici, Félix Begré, le médiateur délégué, pourra écouter, conseiller, voire protéger les populations du Bassa-Sandra qui attendent beaucoup de lui. Il faut qu'il fasse en sorte qu'au niveau de son bureau, dans son bureau, qu'il y ait en tout cas une représentation de la chefferie pour que véritablement le contact soit permanent. Nous avons le conflit foncier, le conflit communautaire. Je crois que son installation ici va apporter vraiment un plus dans le règlement de ce conflit-là. Je vais vraiment m'inscrire dans les prières de Saint François qui dit que lorsque
il y a la haine quelque part. Moi, médiateur que je suis, je devrais apporter l'amour. Le médiateur délégué qui a reçu un véhicule de fonction a promis être au service de tous pour la réussite de sa mission. On l'a appris il y a quelques heures, le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, chef du parti au pouvoir, Salifou Diallo, est décédé ce samedi à Paris en France à l'âge de 60 ans. C'est le gouvernement burkinabé qui l'a annoncé sans préciser les circonstances du décès. On l'a également appris il y a quelques minutes, le bilan de l'attentat qui a visé dimanche dernier le café-restaurant Aziz Istanbul à Ouagadougou s'est alourdi. Le président de la République, Roch-Marc Christian Kaboré, annonce le décès d'un gendarme qui avait été blessé par balle au cours de l'assaut. Et puis au Mali, dans une adresse solennelle à ses compatriotes dans la nuit de vendredi à samedi, le président Ibrahim Boubacar Keïta a décidé de surseoir au référendum sur le projet de la révision sur la nouvelle constitution. Sur la question, deux camps, partisans et opposants de la révision constitutionnelle, se défiaient de plus en plus ouvertement. Plus question donc, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, d'organiser un référendum sur le projet de nouvelle constitution. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Bon week-end sur la chaîne qui rassemble.